matin, on se réveille avec un Grande-Bretagne morcelée et une Europe désunie. Quel est l'enseignement de ce vote d'hier en Grande-Bretagne? Le grand enseignement, c'est l'expression d'une défiance populaire. Le principal exemple, c'est que le vote pour le Brexit a été d'autant plus fort que dans les quartiers où la situation sociale est extrêmement difficile. Plus la situation sociale était difficile, et plus le vote pour le Brexit a été fort. Mis à part, peut-être on y reviendra, mais mis à part pour l'Écosse et l'Irlande du Nord. Donc vote de défiance. Et pourquoi, qu'est-ce qu'ont sanctionné les électeurs britanniques? C'est la politique d'austérité mise en œuvre par le gouvernement Cameron. Ces fameux contrats à 0 heure, par exemple, qui pullulent dans ces quartiers. Contrat 0 heure qui instaure l'obligation d'être disponible pour son employeur tout le temps sans avoir de salaire. Et c'est la flexibilité maximum rêvée par le patronat français. Mais en même temps, ce qui est très grave, c'est que ce ras-le-bol populaire a pu être récupéré par l'aile droite du Parti conservateur, par Boris Johnson, qui est un ultra-libéral, un discours à la fois ultra-libéral et nationaliste. Et donc voilà, c'est une sanction qui peut être extrêmement lourde de conséquences, à la fois pour le Royaume-Uni, pour les Britanniques, et pour le reste de l'Europe, puisqu'elle peut avoir un effet d'entraînement dans cette dérive nationaliste dans le reste de l'Europe. Alors les seuls, le Jeremy Corbyn et les progressistes britanniques ont mené un combat courageux. Leader du Parti travailliste. Oui, leader du Parti travailliste, ont mené un combat courageux, ce qui a rompu avec la tendance, l'orientation blairiste ces dernières années. Ils ont mené un combat très très courageux, mais il leur fallait à la fois combattre l'austérité, les conséquences de l'austérité pratiquée par David Cameron, et en même temps rejeter la politique, le modèle austéritaire européen. Donc c'était pas une chose très très facile. Donc le discours populiste d'un Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, populiste et xénophobe, était évidemment beaucoup plus simple à manier que les arguments de Jeremy Corbyn. Le gouvernement va changer. Oui, on a appris il y a quelques heures que David Cameron allait démissionner, enfin qu'il a annoncé qu'il allait démissionner. Donc voilà, on va avoir l'homme fort de la situation, ça va être Boris Johnson. Donc encore une fois, cet homme de l'aile droite du Parti conservateur, ultra-libéral, nationaliste, et donc qui est un peu dont le profil correspond un peu à celui de Donald Trump aux États-Unis, un populiste de la même trempe. D'ailleurs, sans jeu de mots, Trump va venir rapidement en Grande-Bretagne. Là, il y a un voyage en Europe qui est prévu et il va commencer par la Grande-Bretagne, par rendre visite à son ami Boris Johnson. Donc avec cet événement, les bourses s'effondrent. N'est-ce pas le signe que les capitalistes n'apprécient guère le vote souverain des électeurs britanniques? Il y a un effondrement effectivement des bourses. Là ce matin, il y avait une chute de 10% de la bourse de Paris, et une grosse inquiétude parce que la City était particulièrement choyée jusqu'à aujourd'hui dans le système européen. Elle était en quelque sorte intégrée au système européen. Au point qu'elle fonctionnait comme une espèce elle fonctionnait en offshore, si vous voulez, pour le reste de l'Union européenne, avec un paradis fiscal, paradis financier pour le reste de l'Union européenne. Ce statut-là, elle a peur de le perdre. C'est pour ça qu'elle... voilà. Mais là, j'entendais ce matin un financier de la City qui disait « il faut pas trop s'inquiéter, c'est un choc, certes, mais on va très rapidement sortir de là. » D'ailleurs, ne serait-ce que le profil ultra-libéral de Boris Johnson devrait les rassurer. Il n'est pas question pour la Grande-Bretagne de quitter le grand marché, l'espace de libre-échange européen. Par contre, les choses vont changer beaucoup pour les
migrants de l'Union européenne qui vivaient, ils étaient 3 millions, ils sont 3 millions qui vivent aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et pour eux, les choses risquent d'être beaucoup plus compliquées parce que si on ne fait pas de contrôle des capitaux, par contre, on risque de faire des contrôles des migrants qui rentrent en Grande-Bretagne beaucoup plus importants et même se livrer à des expulsions, à un traitement discriminatoire encore plus important des migrants qui viennent de l'Union européenne. Quel enseignement on peut tirer pour l'Europe de cet événement ? L'Union européenne, c'est le symptôme d'une crise majeure pour l'Union européenne. C'est un symptôme extrêmement grave. C'est-à-dire que l'Union européenne est au bout du rouleau aujourd'hui. L'Union européenne s'est construite sur une base libérale, totalement. Et un système qui n'a eu de cesse que de renforcer les règlements, les contrôles pour faciliter la libre circulation des capitaux, pour faciliter les gains, les profits des multinationales, etc., etc. Système qui était engagé à Maastricht, en passant par le traité de Lisbonne, jusqu'au traité budgétaire européen de 2012. Des contraintes extrêmes qui donnent le sentiment aux populations que quoi qu'elles fassent, ce sont ces règles qui s'appliquent. Et donc, malheureusement, les responsables politiques, de droite, Nicolas Sarkozy, quand il était aux affaires, mais aussi maintenant François Hollande, continuent de se plier à ça. François Hollande a accepté, alors qu'il le remettait en cause pendant sa campagne électorale, a accepté de signer le traité budgétaire européen qui sont des contraintes supplémentaires. Et ça donne le sentiment aux gens que, quoi qu'ils fassent, les dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, font la même politique. Et ça nourrit le dégoût de la politique dont se nourrit l'extrême droite en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Ça fait partie aussi du vote du Brexit. C'est-à-dire qu'on a ce rejet du monde politique traditionnel. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça a été récupéré en Grande-Bretagne par une partie de ce monde politique traditionnel. C'est ça qui est le plus terrible. Donc cette poussée nationaliste est-elle encore résistible ? Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une situation de crise européenne. Et évidemment, il y a le pire qui peut se produire, et justement cette montée du nationalisme en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe. Il y a eu en Autriche, il y a quelque temps, les électeurs autrichiens ont failli élire un président de la République d'extrême droite. La semaine dernière, aux élections municipales en Italie, il y a eu cette percée à nouveau des populistes du mouvement 5 étoiles, qui ont même emporté la mairie de Rome. Et dans une ville comme Bologne, la Ligue du Nord a même réalisé 45%, la Ligue du Nord qui est alliée au Front National Français, etc. Donc on voit bien, il y a une montée des périls et le pire est possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre la situation très au sérieux et se mobiliser. Mais en même temps, il y a aussi des forces qui progressent en mettant le doigt là où se trouvent les vrais problèmes, et pas comme le font les démagogues en usant de la xénophobie, etc. Et c'est le cas, par exemple, en Espagne. On va voter dimanche prochain en Espagne. Et là, la coalition, l'alliance Unidos-Podemos, l'alliance de Podemos et de Izquierda Unida, le parti, la gauche unie espagnole dont fait partie le Parti communiste espagnol d'Espagne, et bien là, il y a le risque d'avoir une bonne surprise, parce que dimanche, Podemos et Unidos Podemos pourraient arriver et donner comme talonnant la droite espagnole, le PP espagnol, et dépassant le Parti socialiste espagnol. Donc là, il ne faut pas oublier nos amis britanniques, Jeremy Corbyn, on a dit qu'ils avaient pris
ils étaient en rupture avec la ligne blairiste de ces dernières années. Cette ligne blairiste, c'est la ligne du modèle européen. Donc la rupture avec cette ligne blairiste, c'est très très important. Et même s'ils n'ont pas pu gagner dans cette élection, ils n'ont pas pu se faire entendre un discours qui était compliqué, puisqu'il fallait à la fois ils proposaient une autre Europe, et ils critiquaient en même temps, évidemment, l'Europe austéritaire et l'austérité de Cameron. Donc il y a ces forces-là. Et puis en France, il y a un mouvement en ce moment, un mouvement contre la loi travail. Et cette modification du Code du travail français, elle va droit dans le fil des recommandations de l'Union européenne pour flexibiliser, renforcer la compétitivité, etc., des entreprises françaises. Renforcer la compétitivité, c'est le seul principe. Ils sont complètement omnibulés par ce seul principe de compétition. Du coup, les principes de coopération et de solidarité européenne sont de plus en plus rejetés à la marge. Et donc on a, quand ce mouvement résiste à la mise en place de cette flexibilité accentuée du marché du travail, eh bien, en résistant à cela, on résiste aussi à la montée des périls nationalistes, à la montée des périls nationaux-libéraux, parce que c'est sur cette ligne nationale-libérale, comme le Britannique Boris Johnson, que se trouvent toutes les forces d'extrême droite. Ceux qui s'opposent à la loi travail en France aujourd'hui s'opposent aussi d'une certaine manière à la montée du national-libéralisme. Donc voilà, on est dans une situation où partout en Europe, il y a cette montée des périls. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'Autriche, l'Italie, etc. Même en Allemagne, il y a des forces nationalistes qui émergent aujourd'hui. Donc comment fait-on pour arriver à contenir et à proposer une alternative ? Parce qu'on a besoin d'Europe en même temps. On a un besoin d'Europe, de coopération européenne, etc. Pour exister, on a besoin de coopérer. On a besoin de refonder complètement l'Union européenne parce que cette Union européenne, telle qu'elle se construit aujourd'hui, elle nous conduit dans les bras du national-libéralisme. Partout, il progresse. Et donc on a besoin de la refonder complètement. Ce qui peut se passer en Espagne le dimanche prochain peut y contribuer. Mais aussi et surtout, on a besoin de nos forces à nous. Il faut qu'on d'abord compter sur nous-mêmes pour refonder l'Union européenne. Parce qu'on a besoin, pour coopérer, on a besoin de cette coopération européenne pour exister aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, la mondialisation, etc. On a besoin de ces coopérations plus que jamais. Et pas des coopérations, et pas une Union européenne caricaturale telle qu'elle existe aujourd'hui, où on se démet de nos prérogatives. Au contraire, ce serait une Union européenne dans laquelle les forces populaires, les syndicats, les salariés, etc., aient davantage de pouvoir, davantage de prérogatives. Mais davantage de pouvoir et de prérogatives pour coopérer mieux avec nos homologues allemands, anglais, espagnols. Merci beaucoup.